George Bush était parfaitement informé des desseins de Ben Laden, mais il ne prenait pas cette menace au sérieux. Non, pour lui, le danger venait principalement de l'Irak. L'Irak où, dès son installation à la Maison-Blanche en janvier 2001, il avait l'intention de porter le fer et de châtier Saddam Hussein que son père avait eu la faiblesse d'épargner. Telle était la conclusion de M. X la semaine passée. M. X qui continue aujourd'hui à nous entretenir du 11 septembre et des nombreuses zones d'ombre qui persistent autour de ces attentats monstrueux et permettent de formuler les hypothèses les plus échevelées. Malgré les bévues des agences de renseignement, leur manque évident de coordination, bien des lourdeurs administratives et surtout des effectifs pléthoriques qui nuisaient à leur efficacité, le président états-unien savait donc que Al-Qaïda se préparait à frapper son pays. La preuve en a été apportée tardivement lorsque la Maison-Blanche a enfin autorisé la publication d'un mémorandum destiné au président, mémo remis à Bush le 6 août 2001, alors qu'il passait des vacances dans son ranch texan. Mais, à l'évidence, le président a négligé l'avertissement précis que contenait ce texte. Pour autant, cette négligence coupable permet-elle de crier au complot ? Monsieur X répond dans un instant. Il est vrai qu'on pouvait légitimement se poser des questions quant à l'aveuglement de la Maison-Blanche. Des questions ou des soupçons. Et d'abord celui-ci qui est terrible. La Maison-Blanche a-t-elle sciemment laissé Al-Qaïda perpétrer un attentat en imaginant que cette action terroriste lui fournirait ensuite un prétexte pour attaquer l'Irak? Oui, en accusant Saddam Hussein d'être le complice de Ben Laden. Il faut reconnaître que c'est à peu près ce qui s'est passé. Les néoconservateurs américains... Les néocons. Oui, enfin ces hommes n'ont pas hésité à faire l'amalgame entre les terroristes et le dictateur irakien. Et ils se sont employés à en convaincre l'opinion publique états-unienne. Avec succès, hein. Malheureusement, oui. Et il y a eu ensuite cette gigantesque construction intellectuelle autour de la présence d'armes de destruction massive en Irak. Alors, complot ou pas complot ? Je ne doute pas du machiavélisme de certains des personnages les plus proches de George Bush. Les Cheney, Rumsfeld et autres Wolfowitz. Mais j'ai du mal à croire qu'ils auraient pu participer à un complot qui a entraîné dans la mort presque 3 milliers de leurs compatriotes. Peut-être n'avait-il pas imaginé que les terroristes perpétraient un attentat d'une telle ampleur. L'argument est recevable malgré tout. Je ne pense pas qu'ils aient pu se laisser aller à concevoir une telle manœuvre criminelle. D'accord, mais il n'empêche que, en dépit de tous les renseignements précis parvenus aux services secrets, et même directement à la Maison-Blanche, rien n'a été fait pour contrarier les desseins d'Al-Qaïda. Je sais, c'est très troublant. D'autant plus troublant que depuis longtemps, beaucoup d'agences de renseignement savaient que les terroristes envisageaient de transformer des avions de ligne en bombes volantes. Mais il y a peut-être une autre explication qui, d'ailleurs, n'exclut pas tout à fait l'hypothèse du complot. Je vous écoute alors. Le responsable de l'antiterrorisme à la Maison-Blanche était un nommé Richard Clarke. Un homme qui avait déjà occupé ce poste sous Bill Clinton. Et autant dire que pour cette raison, Clarke n'était pas en odeur de sainteté chez les néoconservateurs qui entouraient Bush Jr. Or, Clarke, qui était également sur la même longueur d'onde que le patron de la CIA, George Tenet, ne cessait de proclamer que le danger terroriste était imminent. Mais il n'était pas écouté. Non, parce que Clarke osait aussi mettre en cause l'Arabie Saoudite et le soutien que certains membres de la famille royale accordaient au réseau de Ben Laden. Et ça, pour Bush, c'était parfaitement inacceptable. En raison des liens anciens du clan Bush avec les Saoudiens. Exactement. Par conséquent, Clarke était suspect et on accordait de moins en moins de prix à ses nombreux et incessants avertissements. Condoleezza Rice, qui avait été nommée à la tête du Conseil national de sécurité, s'empressera d'ailleurs de le rétrograder dès qu'elle le pourra. Voilà, je vous donne cette explication pour ce qu'elle vaut, mais voyons maintenant les circonstances mêmes de l'attentat et toutes les questions engendrées par l'écroulement des Twin Towers. Un effondrement très rapide. Et qui a donc donné lieu aux hypothèses les plus diverses. Je ne veux pas rentrer dans les querelles d'architectes, et d'abord parce que dans ce domaine, je suis parfaitement incompétent, mais a priori, je ne suis pas étonné que ces immenses bâtiments frappés par des avions volants à des vitesses très élevées et chargés de milliers de litres de kérosène aient pu subir des dégâts irréversibles.
Surtout quand on tient compte des très hautes températures générées par les incendies. Mais certains ont aussi prétendu que des charges explosives avaient été préalablement disposées dans les tours. Toujours la thèse de la conspiration. Bon, je n'y crois pas. Et pour une simple raison. La sécurité du World Trade Center venait d'être confiée à un homme très compétent. Un ancien haut fonctionnaire du FBI, John O'Neill. Or, ce policier était plus à même que quiconque d'évaluer le risque terroriste. Pour quelle raison? Au FBI, O'Neill avait été l'un des premiers à dénoncer le danger que représentaient Ben Laden et son réseau. Ouais, lui aussi n'a pas été écouté. Et c'est pourquoi il a fini par quitter le FBI pour prendre cette nouvelle fonction. Donc pour vous, la pose d'explosifs ne lui aurait pas échappé? D'autant qu'il y avait eu le précédent de l'attentat de 1993. Je suis par conséquent convaincu que la recherche de bombes devait être une priorité pour les services qu'il dirigeait. Ce l'ombre au tableau, il a été nommé très peu de temps avant le 11 septembre. J'ajoute, mais enfin, ça vous le savez sans doute, que O'Neill a été lui-même l'une des victimes de l'effondrement des Twin Towers. Mort en service commandé. En effet. Alors on a aussi prétendu que les avions avaient été télécommandés par des balises entreposées dans les tours. Peut-être, mais dans ce cas, pourquoi les terroristes avaient-ils suivi des cours de pilotage? Et puis téléguidage ou pas, je ne vois pas ce que ça change fondamentalement. On a aussi dit que les avions auraient été équipés de missiles. Bon, ça, franchement, ça me semble complètement farfelu. Parce que le personnel des aérodromes d'où ont décollé les avions aurait forcément vu ces missiles. Et puis, vous imaginez combien il aurait fallu de complicité pour aboutir à un tel résultat? Non, tout cela relève de la plus haute fantaisie. Il y a aussi tous ceux qui, comme l'auteur de l'effroyable imposture, ont toujours affirmé que ce n'était pas un avion de ligne qui avait percuté le Pentagone, mais un missile. Là encore, ce n'est pas sérieux. Je ne parle pas des témoins visuels qui ont vu l'appareil s'écraser sur le bâtiment, mais il y a la liste des passagers enregistrés sur ce vol et l'existence même de cet avion. Comment peut-on escamoter purement et simplement un avion de ligne? Non, encore une fois, je n'y crois pas. Et personne de sérieux ne peut envisager une telle hypothèse à moins de verser dans le conspirationnisme le plus absurde. Alors pour vous, il n'y a pas de mystère? Je n'ai pas dit cela. Mais en tout cas, pas à propos des points que nous venons d'évoquer. Quoi qu'il en soit, je suis le premier à dire que tout n'a pas été dit ou éclairci. Alors, voyons peut-être cela dans l'ordre. Et commençons par l'un des aspects les plus importants. Pourquoi les organismes civils et militaires chargés d'assurer la sécurité aérienne des États-Unis ont-ils failli? On a une explication? Il faut d'abord savoir que, très curieusement, ce jour-là, le NORAD, c'est-à-dire le North American Airspace Command, est en état d'alerte maximum. Pourquoi? Il a été décidé de procéder à des manœuvres destinées à tester les réactions en cas d'attaque aérienne étrangère. Donc, si j'ose dire, l'aviation de chasse américaine est à pied d'œuvre, là. Et en principe, elle pourrait réagir avec une extrême efficacité. Les chasseurs, répartis sur des bases proches de New York, sont susceptibles de décoller avec une grande rapidité et, une fois en vol, d'anéantir tout aéronef suspect. Et un avion de ligne détourné par des pirates devient un appareil suspect. Forcément. En outre, la vitesse de ces chasseurs leur permet de rattraper assez aisément un avion commercial. Et pourtant, vous le savez, aucun des 4 Boeing dont les terroristes ont pris le contrôle ne sera abattu. Alors que s'est-il passé? Le NORAD a-t-il été informé trop tard des détournements? Eh bien, il semble que non. Et si on peut imaginer qu'il aurait été difficile, sinon impossible, d'intercepter le premier avion qui a frappé le World Trade Center, les autres appareils auraient pu être détruits en vol avant de frapper leur objectif. À condition, bien sûr, que les pilotes des chasseurs en aient reçu l'ordre. Et cet ordre n'a pas été donné? Il a été donné, mais beaucoup trop tard. Alors la faute à qui? Au pouvoir politique? Il est parfaitement concevable qu'un responsable hésite avant d'ordonner la destruction d'un avion civil et donc de tuer un équipage et des dizaines de passagers. Mais après la première frappe contre l'une des Twin Towers, on ne pouvait plus douter des desseins criminels des pirates. Et par exemple, dans les 47 minutes qui se sont écoulées entre l'annonce du détournement du vol 77 et le moment où celui-ci s'est encastré dans le Pentagone, il était certainement possible d'agir. D'autant que le NORAD était en état d'alerte. Toutefois, il convient d'être prudent quand il s'agit du timing, car, et ça paraît surprenant, les administrations civiles et militaires ont donné des minutages différents quant aux événements de cette dramatique matinée du 11 septembre. Une confusion supplémentaire. Entretenue par les cafouillages de l'autorité suprême, c'est-à-dire la Maison-Blanche. Mais tenez, je vais pourtant me faire l'avocat du diable.
George Bush, c'est vrai, aurait pu avoir des scrupules et refuser d'ordonner la destruction de ces avions de ligne qui condamnaient leurs occupants à une mort certaine. Cependant, il aurait pu faire cet aveu à ses concitoyens et il aurait sans doute été compris. Sauf par les familles des victimes. Peut-être, oui. Mais bien au contraire, la Maison-Blanche, au lieu de dire la vérité, a choisi de mentir. Et c'est longtemps après qu'on a enfin appris, par exemple, que le 11 septembre, le NORAD était en état d'alerte. Un mensonge qui, ajouté à beaucoup d'autres, a légitimé ou encouragé toutes les suspicions autour des attentats. Rendez-vous avec X. Quelques-uns d'entre vous auront sans doute pensé que M. X traite avec beaucoup de condescendance et même un mépris certain les thèses conspirationnistes. Aussi me suis-je référé à un auteur que nul ne peut accuser de connivence avec les autorités de Washington et l'équipe Bush, le grand écrivain et penseur contestataire américain Noam Chomsky. Dans un livre d'entretien publié en France par Fayard en 2008, il explique ceci. D'abord, je ne fais pas grand cas de ces théories, mais je suis assailli de lettres à leur sujet. Ce n'est pas seulement une énorme industrie, c'est une industrie assez fanatique. C'est presque une sorte de fanatisme religieux. Il faut quand même se poser des questions d'abord. Sur les preuves matérielles, il y a des coïncidences inexpliquées, des témoignages personnels, etc. Mais cela ne pèse pas lourd. On en trouve dans n'importe quel événement mondial complexe. Au sujet des preuves matérielles, peut-on vraiment devenir un expert très qualifié en génie civil et mécanique en passant 1 heure ou 2 sur Internet? Si oui, il faut dissoudre les sections génie civil et mécanique du Massachusetts Institute of Technology. Ce qui nous amène à une seconde question, pourquoi ce débat autour du 11 septembre est-il si bien toléré? Je soupçonne le pouvoir de le voir d'un bon œil. Il capte énormément d'énergie et les détourne des véritables crimes de l'administration infiniment plus graves. Pensons à l'invasion de l'Irak ou au Liban, ou ce qu'ils font subir à la population ouvrière des États-Unis. Ils commettent des crimes réels qui suscitent très peu de protestations. Une des raisons, pas la seule bien entendu, c'est qu'on dépense énormément d'énergie militante potentielle dans ces polémiques autour du 11 septembre. Du point de vue des gouvernants, c'est excellent. Existe-t-il encore d'autres zones d'ombre, comme vous les avez vous-même qualifiées? Beaucoup d'autres, oui. Ce point crucial, par exemple, le monde entier a salué le travail des agents du FBI qui ont identifié en un temps record les pirates de l'air, à commencer par celui qui semblait être le chef de ces terroristes, Mohamed Atta. Il faut bien reconnaître que les nombreux services de renseignement états-uniens, s'ils sont pléthoriques et répugnent souvent à coopérer entre eux, peuvent aussi se montrer redoutablement efficaces dès lors qu'ils constituent une petite cellule de recherche unissant leurs moyens, une task force, comme ils disent. Ce qui est arrivé après les attentats. Oui, mais là encore, je suis au regret de le dire, on va quand même nager ensuite en pleine confusion, car certains des pirates identifiés, dont 15 Saoudiens sur 19, faut le rappeler, vont être retrouvés vivants. Je comprends pas là. C'est très simple. Quelques-uns de ces terroristes ont usurpé l'identité de types innocents dont on avait volé les papiers. Alors par conséquent, il existe toujours des doutes sur la véritable identité de certains des pirates. C'est ce que je crois. Autre point qui, à ma connaissance, n'a jamais été réellement éclairci et qui est pain béni pour les conspirationnistes, les spéculations financières qui ont précédé les attentats. Ouais, spéculation à la baisse sur les actions des compagnies aériennes dont les appareils seront détournés. American Airlines et United Airlines. Et ça donne l'impression que quelques petits malins ayant eu connaissance de la préparation des attentats en auraient profité pour effectuer de bonnes affaires. Et il est vrai qu'on a constaté une importante augmentation des transactions sur ces titres avant le 11 septembre. Et a-t-on identifié les acteurs de ces manœuvres spéculatives? Pas vraiment. Enfin, ce n'est guère étonnant, la sphère financière cultive le secret. Et toutes les enquêtes menées à la fois par le FBI et la SEC, c'est-à-dire le gendarme américain de la bourse, se sont révélées vaines. En outre, beaucoup des intermédiaires financiers qui ont joué un rôle dans ces transactions possédaient des bureaux dans les tours du World Trade Center.
Et avec l'effondrement des Twin Towers, ont aussi disparu les disques durs de leurs ordinateurs. Donc, d'éventuels délits d'initiés. Alors, que peut-on quand même en conclure? Rien. Ou plutôt, il faut se contenter de constater qu'il y a eu une coïncidence dans le temps entre cette spéculation et les attentats. Troublant tout de même. Hein. Je suis d'accord, mais là encore, il faut noter que le mutisme observé par les diverses administrations sur cette affaire n'a fait qu'alimenter rumeurs et soupçons. Enfin, j'en aurais terminé avec les mystères de l'écroulement des tours. Il me faut aussi évoquer la destruction d'un autre bâtiment quelques heures après le double attentat. De quoi voulez-vous parler, là? Il s'agit de la tour numéro 7 du World Trade Center. Oui, mais un immeuble beaucoup plus modeste. Hein. C'est juste. 8 heures après l'effondrement des Twin Towers, et alors que cette tour numéro 7 n'a pas été touchée par les avions détournés, elle s'écroule, elle aussi. Version officielle, un gigantesque incendie aurait provoqué sa destruction. Et aussitôt, les plus folles rumeurs sont propagées. Et pourquoi alors? Parce que le bâtiment aurait abrité des archives des services secrets. Ah, je vois. Alors cette destruction aurait aussi permis d'anéantir des documents compromettants. C'est en effet ce que l'on a prétendu. Mais encore une fois, il faut raison garder. Je vous l'ai dit, je n'ai nulle compétence en matière d'architecture, mais j'imagine que l'effondrement des Twin Towers a dû provoquer une sorte de formidable séisme qui a ébranlé toutes les constructions alentour. Il ne me paraît pas étonnant que cette tour numéro 7, appartenant au même ensemble, ait fini par s'affaisser quelques heures plus tard. Mais sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, le rapport de la Commission nationale d'enquête n'apporte pas de réponse satisfaisante. Alors cette commission, justement... Il convient d'abord d'observer que l'administration Bush a longtemps refusé la création d'un tel organisme. Et ce, malgré les demandes répétées des familles des victimes qui avaient de plus en plus l'impression qu'on leur cachait des choses. Surtout si on leur refusait la constitution d'une telle commission parlementaire. Pourtant, il me semble, moi, que étant donné la dimension exceptionnelle des attentats, une telle décision aurait dû aller de soi. En effet. Et les Américains nous ont déjà montré que sur des affaires mineures, je pense par exemple à la pitoyable affaire Lewinsky. Ah oui, les frasques sexuelles de Bill Clinton. Ouais. Oui, donc les Américains ont montré qu'ils pouvaient consacrer à ce genre de dossiers médiocres de longues enquêtes et des sommes extravagantes. En tout cas, sans aucune mesure avec celles qui ont été consacrées à l'enquête sur les attentats du 11 septembre. L'affaire Lewinsky a coûté presque 70 millions de dollars aux contribuables américains, tandis que le budget alloué à la commission d'enquête sur le 11 septembre n'était au départ que de 3 millions. Et s'il a été porté ensuite à 14 millions, c'est uniquement parce que les parlementaires membres de la commission ont fait du forcing. Mais pour obtenir plus de moyens. Oui, il était donc clair que l'administration Bush ne voulait pas d'enquête. Et quand enfin, sous la pression des familles des victimes, la Maison-Blanche a été obligée de créer cette commission, elle s'est débrouillée pour limiter ses moyens. Et pas seulement ses moyens financiers, d'ailleurs. Ce qui signifie... Eh bien, l'administration a tout fait pour contrôler étroitement la commission et limiter l'étendue de ses investigations. Alors, de quoi Bush a-t-il eu peur, alors? D'abord, il n'a guère envie que des enquêteurs trop curieux ne mettent en lumière ses liens avec les Saoudiens et le groupe Ben Laden. Bon, n'insiste pas, nous en avons déjà parlé. Mais il y a aussi une autre crainte. La Maison-Blanche, vous le savez bien, a construit une véritable fable afin de justifier son intervention en Irak. Celle de la prétendue complicité de Saddam Hussein avec les terroristes du 11 septembre. Et il va se servir de cette affaire inventée de toutes pièces pour envahir l'Irak. Même si, je vous dis, il pensait déjà intervenir militairement en Irak avant même le 11 septembre. Et c'est cette obsession qui lui a fait négliger le danger d'Al-Qaïda. N'y revenons pas. Il peut donc craindre qu'une enquête sérieuse démontre sa malheur. Je le crois. Alors, avant d'aller plus loin, comment cette commission a-t-elle été constituée? Quelle a été la mission qui lui a été confiée? La mission, c'est très simple. La Commission nationale d'enquête a été chargée d'étudier de manière exhaustive toutes les circonstances entourant les événements du 11 septembre. Mais il lui a aussi été demandé de recommander des mesures propres à éviter une nouvelle tragédie. Des mesures de sécurité. Et de riposte immédiate face à une attaque semblable. Ce qui a cruellement fait défaut le 11 septembre. Alors maintenant, la composition de la commission. Le Congrès, c'est-à-dire la réunion des deux chambres, qui est avec la présidence à l'origine de la création de cette structure, a décidé qu'elle comprendrait un nombre égal de parlementaires républicains et démocrates. Ça, c'est une garantie d'impartialité. Apparemment, oui. Parce que vous allez le voir, la personnalité des membres de la commission ne va pas aller sans provoquer quelques difficultés. Mais enfin, poursuivons.
La Maison-Blanche pousse d'abord la candidature à la présidence de Henry Kissinger, Oui, l'ancien secrétaire d'État de Nixon. qui est devenu un consultant très recherché et très cher payé au service de quelques grandes entreprises. Mais justement, à cause de ses activités, Kissinger va être obligé de renoncer. Et pourquoi exactement alors? Parce que le cher Henry, comme on l'appelait lorsqu'il était la coqueluche de Washington, refuse de rendre public le nom de ses prestigieux clients. Et des conflits d'intérêts sont donc à craindre. Naturellement. Kissinger étant démissionnaire de fait, on se rabat sur un ancien gouverneur du New Jersey, le républicain Thomas Kean, tandis que la vice-présidence échoua au démocrate Lee Hamilton. Ces deux parlementaires sont épaulés par 8 autres collègues. Cependant, à côté, on a constitué une équipe permanente de 75 personnes qui sont chargées de la conduite des enquêtes. Oui, des interrogatoires et de la collecte des documents. C'est ça. Mais très vite, je vous l'ai dit, des difficultés surgissent. Et d'abord, à cause de la personnalité du président Thomas Kean et de ses activités passées. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Au risque de précéder les propos de M. X, je voudrais vous lire un extrait d'un article du quotidien en ligne Bakshish, daté du 11 septembre 2008, sur les travaux de la commission d'enquête. Je cite. « Une chose est sûre, les liens que les Bush ont longtemps entretenus avec la famille Ben Laden ne libèrent pas la parole, même si plusieurs membres de la famille du chef terroriste clament qu'ils n'entretiennent plus depuis belle lurette de relations avec Oussama. Comme l'explique le journaliste Éric Laurent, c'est dès 1976 que Bush père a commencé à faire du business avec des hommes d'affaires qui, plus tard, allaient être liés à la famille Ben Laden. Ainsi, lorsqu'il dirigeait la CIA, il a en effet vendu des avions appartenant à l'agence de renseignement à un homme d'affaires de Houston, Jim Bass. Quelques mois plus tard, Jim Bass devenait l'agent aux États-Unis de Salem Ben Laden, le demi-frère d'Oussama, qui gère l'immense fortune familiale de ses 53 frères et sœurs, ainsi que le puissant groupe de construction implanté à travers tout le Proche et le Moyen-Orient. Dans le même registre, 25 ans plus tard, soit en septembre 2001, Bush père figurait toujours avec des représentants de la famille Ben Laden parmi les actionnaires du groupe Carlyle, un fonds d'investissement privé américain dont certaines sociétés fournissaient des armes au Pentagone. Que reproche-t-on à Thomas Kean, la présidente de la commission d'enquête? Vous avez parlé de ses activités passées. Là, hein? En effet, Kean a été directeur et actionnaire du géant pétrolier Amerada S, qui a créé une filiale commune avec une firme saoudienne, Delta Oil, entretenant des rapports étroits avec des membres de la famille royale saoudienne. Et étant donné la probable connivence entre certains princes et Ben Laden, c'est effectivement très gênant. Mais c'est aussi la personne du directeur exécutif de la commission qui est encore plus problématique. Philippe Zelikow, proche de Condoleezza Rice et membre en 2000 de l'équipe de transition de George Bush, a été l'un des rédacteurs du projet de guerre préventive qui sera utilisé lors de l'invasion de l'Irak. Et on apprendra plus tard qu'il soumettait préalablement à la Maison-Blanche tous les documents qui devaient être présentés à la commission. Afin d'éliminer peut-être les points les plus embarrassants pour l'administration Bush. On peut l'imaginer. Ça ira même si loin que l'association des familles des victimes du 11 septembre demandera sa démission. Mais en vain. Il s'accrochera à son poste et sera le principal rédacteur du rapport final de la commission. Et dès que cet organisme aura terminé ses travaux et sera donc dissous, Zelikow rejoindra Condoleezza Rice au département d'État. Ça au moins, c'est clair. Hein. Cependant, en épluchant la composition des membres de la commission, l'association des familles a aussi débusqué bien d'autres conflits d'intérêts. Enfin, là, j'ai pas le temps de tous les détailler. Sachez simplement que la commission s'est en quelque sorte innocentée elle-même en se déclarant impartiale. Oui, plus simple. Mais malgré tout, est-ce que cette commission d'enquête a réalisé un travail sérieux? Sur certains points, oui, incontestablement. Lesquels alors? Les enquêteurs ont assez minutieusement décortiqué les mouvements d'argent qui ont permis aux terroristes de préparer les attentats. Ils ont en particulier établi que les hommes d'Al-Qaïda ont reçu des virements par l'intermédiaire de réseaux musulmans charitables installés au Moyen-Orient ou au Pakistan.
Mais ils n'ont pas mis au jour l'implication des services pakistanais dans ce financement. Une erreur selon vous? Oui, car je suis sûr que l'ISI a étroitement collaboré avec les terroristes. C'est par exemple un certain Omar Saed Sheikh, très lié au chef de l'ISI, le général Mahmoud, qui a rapporté de l'argent à Mohamed Atta, le responsable de la cellule de Hambourg. Et l'un des pirates de l'air du 11 septembre. Or, cet argent, 100 000 $, lui avait été remis par l'ISI. Mais de cela, alors, le rapport de la commission d'enquête ne souffle mot. Hein. Et comme il aussi fait silence sur les compromissions au plus haut niveau de certains Saoudiens. Et ça s'explique très bien. Washington pouvait-il se fâcher avec l'allié saoudien ou l'allié pakistanais? Surtout à un moment où, guerre d'Irak oblige, les Américains avaient besoin de ces deux pays. Un dernier mot à propos des services pakistanais. Il est quand même curieux de constater que le 11 septembre, au moment même où les terroristes d'Al-Qaïda frappaient les États-Unis, le général Mahmoud, chef de l'ISI, conférait avec ses confrères américains à Washington. Et qu'en concluez-vous? Rien, je constate simplement. Ah bon. Mais autant vous dire que les autorités états-uniennes se sont abstenues de communiquer sur ce point. Cependant, je reviens au financement de ces actions terroristes. La commission a mis en lumière que l'administration disposait de moyens pour détecter le blanchiment d'argent de la drogue, mais qu'elle n'avait jamais pensé à mettre en place des processus comparables pour détecter les circuits financiers du terrorisme. J'imagine que le rapport de la commission a aussi mis l'accent là, sur les carences du renseignement états-unien. Bien évidemment. Et dans ses conclusions, elle a recommandé une plus grande coordination entre les diverses agences et même la nomination d'un directeur du renseignement national. Oui, Bush obtempéra. C'est exact. Mais, et c'est aussi beaucoup plus inattendu, les enquêteurs ont recommandé une plus grande coopération internationale contre le terrorisme et même un changement de politique vis-à-vis des régimes répressifs et brutaux. Car le soutien que leur apportent les États-Unis nuisait gravement à leur image. À qui pensait-il alors là? Bon, certains États musulmans, c'est évident. L'Arabie Saoudite, le Pakistan. Pourquoi pas? Les enquêteurs ont aussi fait preuve d'un certain esprit d'indépendance lorsqu'ils ont violemment protesté contre le fait que la CIA n'avait jamais voulu leur communiquer les procès-verbaux d'interrogatoire des hommes arrêtés après le 11 septembre. Des procès-verbaux souvent établis sous la torture. Hein. Et dont certains ont été aujourd'hui détruits. Alors oui, il faut reconnaître que la commission a fait, malgré tous ses handicaps, un travail relativement sérieux. Il convient aussi d'observer que ne figurent nulle part des réponses circonstanciées à toutes les questions que j'ai soulevées au cours de nos entretiens. Pire, on relève aussi dans le rapport de véritables mensonges. Par exemple, lorsque dans le texte on lit que jamais la menace d'avions de ligne transformée en bombe volante n'avait été envisagée par les autorités. Et vous m'avez dit que c'était faux. Hein. Et avant même le 11 septembre, les journaux américains avaient mentionné cette possibilité. Ils n'avaient rien inventé et certainement bénéficié de confidences des autorités chargées de la sécurité du territoire américain. Et pourquoi nier aussi qu'aucune boîte noire n'avait été retrouvée, alors qu'un pompier et un ouvrier ont mis la main sur 3 de ces enregistreurs de vol au cours des travaux de déblaiement des ruines du World Trade Center. Alors quoi, toujours le secret. Et un secret incompréhensible qui ne fait que renforcer le mystère. Et puis tenez, il faudrait aussi expliquer pourquoi, lors de la grande offensive des soldats américains contre la zone montagneuse afghane de Tora Bora, la citadelle de Ben Laden, hein, où celui-ci aurait disposé de fantastiques cachettes et d'un véritable réseau de grottes aménagées de façon très sophistiquée. Oui, ça c'est un bobard de plus. Effectivement, enfin passons. Alors vous disais-je, il faudrait expliquer pourquoi le chef d'Al-Qaïda a pu s'échapper aussi facilement. Vous avez une idée? Elle est si machiavélique que j'ose à peine la formuler. Oui, forcez-vous. En fait, je pense qu'on ne voulait pas réellement capturer Ben Laden. C'est d'ailleurs ce qu'a confié imprudemment un général américain avant de se rétracter aussitôt. Je fais une parenthèse. Il faut dire que Ben Laden, officiellement, n'est pas recherché pour les attentats du 11 septembre, mais pour les attentats qui ont précédé le 11 septembre. Alors, on l'aurait laissé s'enfuir, d'après vous, mais alors pourquoi? Peut-être que certains n'avaient pas envie que ces aveux soient recueillis. Parce qu'ils auraient pu être très embarrassants. C'est très possible. Alors je crois avoir développé au cours de ces 3 entretiens toutes les raisons qui ont conduit des gens pourtant raisonnables à douter et à élaborer des thèses complotistes. Mais il y en a une dernière qui est encore plus pernicieuse, car elle relève purement et simplement du racisme. Que voulez-vous dire là? Quelques citoyens américains se sont dit:
Les Arabes auraient été incapables d'opérer une manœuvre diabolique aussi bien menée. Les attentats. Les attentats, oui. Par conséquent, ils n'ont été que des instruments au service d'un cerveau bien occidental. Et voilà comment le racisme aussi a nourri l'idée du complot. D'accord, mais à contrario, dans le monde musulman, on a parfois vu des gens accuser les Juifs d'avoir perpétré les attentats. C'est vrai. Et il a même été prétendu que les Américains d'origine juive qui travaillaient dans les Twin Towers avaient été préalablement prévenus et avaient évacué les lieux avant que les avions ne frappent les tours. C'est non seulement mensonger, mais absurde. En tout cas, ces accusations malveillantes ont aussi permis aux partisans de Bush, et en particulier à tous ces intellectuels occidentaux qui ont approuvé l'invasion de l'Irak, de procéder à de dangereux amalgames. C'est-à-dire ? Eh bien, on a assimilé les contestataires généralement situés à gauche à des antisémites, au simple fait qu'ils étaient opposés à la politique belliciste du président états-unien, fidèle allié d'Israël, et qu'ils mettaient en évidence toutes ces zones d'ombre qui planent toujours autour des attentats du 11 septembre. Une accusation qui n'est pas moins absurde que la précédente. Ouais. Alors, la désinformation a donc joué dans tous les sens. Oui, je crois vous avoir démontré tout au long des 3 entretiens consacrés à cette affaire qu'on peut être critique et même lucide, sans pour autant verser dans les délires conspirationnistes. Pour terminer, je voudrais laisser la parole aux 2 présidents de la commission d'enquête, Keane et Hamilton, qui, furieux de ne pas avoir obtenu les bandes des interrogatoires des terroristes d'Al-Qaïda effectués par la CIA, ont rendu public en janvier 2008 le communiqué suivant. D'un point de vue légal, ce n'est pas à nous de juger de l'erreur de la CIA, avoir dissimulé ces cassettes vidéo. Nous laissons cela à d'autres. Ce que nous savons, c'est que les autorités gouvernementales ont décidé de ne pas informer un corps juridiquement constitué, la commission du 11 septembre, créée par le Congrès et le Président, pour enquêter sur l'une des plus grandes tragédies auxquelles notre pays a été confronté. Nous appelons ça de l'obstruction. Quelques livres enfin contre tous les ennemis au cœur de la guerre américaine contre le terrorisme de Richard Clark, Albin Michel en 2004, et sous la direction d'un collectif de chercheurs français, au nom du 11 septembre, Les démocraties à l'épreuve de l'antiterrorisme, édité par La Découverte. À noter aussi la dernière livraison de l'excellent magazine d'information 21, avec notamment une grande enquête sur les sentiers de l'islam. Et vous retrouverez bien sûr tous ces titres sur notre site franceinter.com, un site qui vous permettra aussi de réécouter cette émission et de la podcaster. À samedi prochain, merci à Valérie Ayestara et Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub, qui ont identifié en un temps record les pirates de l'air, à commencer par celui qui semblait être le chef de ces terroristes, Mohamed Atta. Il faut bien reconnaître que les nombreux services de renseignement états-uniens, s'ils sont pléthoriques et répugnent souvent à coopérer entre eux, peuvent aussi se montrer redoutablement efficaces dès lors qu'ils constituent une petite cellule de recherche unissant leurs moyens, une task force, comme ils disent. Ce qui est arrivé après les attentats. Oui, mais là encore, je suis au regret de le dire, on va quand même nager ensuite en pleine confusion, car certains des pirates identifiés, dont 15 Saoudiens sur 19, faut le rappeler, vont être retrouvés vivants. Je comprends pas là. C'est très simple. Quelques-uns de ces terroristes ont usurpé l'identité de types innocents dont on avait volé les papiers. Alors par conséquent, il existe toujours des doutes sur la véritable identité de certains des pirates. C'est ce que je crois. Ouais. Autre point qui, à ma connaissance, n'a jamais été réellement éclairci et qui est pain béni pour les conspirationnistes, les spéculations financières qui ont précédé les attentats. Ouais, spéculation à la baisse sur les actions des compagnies aériennes dont les appareils seront détournés. American Airlines et United Airlines. Et ça donne l'impression que quelques petits malins ayant eu connaissance de la préparation des attentats en auraient profité pour effectuer de bonnes affaires. Et il est vrai qu'on a constaté une importante augmentation des transactions sur ces titres avant le 11 septembre. Et a-t-on identifié les acteurs de ces manœuvres spéculatives ? Pas vraiment.
Enfin, ce n'est guère étonnant, la sphère financière cultive le secret. Et toutes les enquêtes menées à la fois par le FBI et la SEC, c'est-à-dire le gendarme américain de la bourse, se sont révélées vaines. En outre, beaucoup des intermédiaires financiers qui ont joué un rôle dans ces transactions possédaient des bureaux dans les tours du World Trade Center. Et avec l'effondrement des Twin Towers, ont aussi disparu les disques durs de leurs ordinateurs. Donc, d'éventuels délits d'initiés. Alors, que peut-on quand même en conclure? Rien. Ou plutôt, il faut se contenter de constater qu'il y a eu une coïncidence dans le temps entre cette spéculation et les attentats. Troublant tout de même. Hein. Je suis d'accord, mais là encore, il faut noter que le mutisme observé par les diverses administrations sur cette affaire n'a fait qu'alimenter rumeurs et soupçons. Enfin, j'en aurais terminé avec les mystères de l'écroulement des tours. Il me faut aussi évoquer la destruction d'un autre bâtiment quelques heures après le double attentat. De quoi voulez-vous parler, là? Il s'agit de la tour numéro 7 du World Trade Center. Oui, mais un immeuble beaucoup plus modeste. Hein. C'est juste. 8 heures après l'effondrement des Twin Towers, et alors que cette tour numéro 7 n'a pas été touchée par les avions détournés, elle s'écroule, elle aussi. Version officielle, un gigantesque incendie aurait provoqué sa destruction. Et aussitôt, les plus folles rumeurs sont propagées. Et pourquoi alors? Parce que le bâtiment aurait abrité des archives des services secrets. Ah, je vois. Alors cette destruction aurait aussi permis d'anéantir des documents compromettants. C'est en effet ce que l'on a prétendu. Mais encore une fois, il faut raison garder. Je vous l'ai dit, je n'ai nulle compétence en matière d'architecture, mais j'imagine que l'effondrement des Twin Towers a dû provoquer une sorte de formidable... Longtemps, beaucoup d'agences de renseignement savaient que les terroristes envisageaient de transformer des avions de ligne en bombes volantes. Mais il y a peut-être une autre explication qui, d'ailleurs, n'exclut pas tout à fait l'hypothèse du complot. Je vous écoute alors. Le responsable de l'antiterrorisme à la Maison-Blanche était un nommé Richard Clark. Un homme qui avait déjà occupé ce poste sous Bill Clinton. Hein. Et autant dire que pour cette raison, Clark n'était pas en odeur de sainteté chez les néoconservateurs qui entouraient Bush Jr. Or, Clark, qui était également sur la même longueur d'onde que le patron de la CIA, George Tenet, ne cessait de proclamer que le danger terroriste était imminent. Mais il n'était pas écouté. Non, parce que Clark osait aussi mettre en cause l'Arabie Saoudite et le soutien que certains membres de la famille royale accordaient au réseau de Ben Laden. Et ça, pour Bush, c'était parfaitement inacceptable. En raison des liens anciens du clan Bush avec les Saoudiens. Exactement. Par conséquent, Clark était suspect et on accordait de moins en moins de prix à ses nombreux et incessants avertissements. Condoleezza Rice, qui avait été nommé à la tête du Conseil national de sécurité, s'empressera d'ailleurs de le rétrograder dès qu'elle le pourra. Voilà, je vous donne cette explication pour ce qu'elle vaut, mais voyons maintenant les circonstances mêmes de l'attentat et toutes les questions engendrées par l'écroulement des Twin Towers. Un effondrement très rapide. Et qui a donc donné lieu aux hypothèses les plus diverses. Je ne veux pas rentrer dans les querelles d'architectes, et d'abord parce que dans ce domaine, je suis parfaitement incompétent, mais... A priori, je ne suis pas étonné que ces immenses bâtiments frappés par des avions volant à des vitesses très élevées et chargés de milliers de litres de kérosène aient pu subir des dégâts irréversibles. Surtout quand on tient compte des très hautes températures générées par les incendies. Mais certains ont aussi prétendu que des charges explosives avaient été préalablement disposées dans les tours. Toujours la thèse de la conspiration. Moi, je n'y crois pas. Et pour une simple raison. La sécurité du World Trade Center venait d'être confiée à un homme très compétent, un ancien haut fonctionnaire du FBI, John O'Neill. Or, ce policier était plus à même que quiconque d'évaluer le risque terroriste. Pour quelle raison? Au FBI, O'Neill avait été l'un des premiers à dénoncer le danger que représentaient Ben Laden et son réseau. Ouais, lui aussi n'a pas été écouté. Et c'est pourquoi il a fini par quitter le FBI pour prendre cette nouvelle fonction. Donc pour vous... la pose d'explosifs ne lui aurait pas échappé? D'autant qu'il y avait eu le précédent de l'attentat de 1993. Je suis par conséquent convaincu que la recherche de bombes devait être une priorité pour les services qu'il dirigeait. Ce l'ombre au tableau, il a été nommé très peu de temps avant le 11 septembre. J'ajoute, mais enfin, ça vous le savez sans doute, que O'Neill a été lui-même l'une des victimes de l'effondrement des Twin Towers. Mort en service commandé. En effet. Alors on a aussi prétendu que les avions avaient été télécommandés par des balises entreposées dans les tours. Peut-être, mais dans ce cas, pourquoi les terroristes avaient-ils suivi des cours de pilotage? Et puis téléguidage ou pas, je ne vois pas ce que ça change fondamentalement. On a aussi dit que les avions auraient été équipés de missiles. Bon, ça, franchement, ça me semble complètement...
George Bush était parfaitement informé des desseins de Ben Laden, mais il ne prenait pas cette menace au sérieux. Non, pour lui, le danger venait principalement de l'Irak. L'Irak où, dès son installation à la Maison-Blanche en janvier 2001, il avait l'intention de porter le fer et de châtier Saddam Hussein que son père avait eu la faiblesse d'épargner. Telle était la conclusion de M. X la semaine passée. M. X qui continue aujourd'hui à nous entretenir du 11 septembre et des nombreuses zones d'ombre qui persistent autour de ces attentats monstrueux et permettent de formuler les hypothèses les plus échevelées. Malgré les bévues des agences de renseignement, leur manque évident de coordination, bien des lourdeurs administratives et surtout des effectifs pléthoriques qui nuisaient à leur efficacité, le président états-unien savait donc que Al-Qaïda se préparait à frapper son pays. La preuve en a été apportée tardivement lorsque la Maison-Blanche a enfin autorisé la publication d'un mémorandum destiné au président, mémo remis à Bush le 6 août 2001, alors qu'il passait des vacances dans son ranch texan. Mais, à l'évidence, le président a négligé l'avertissement précis que contenait ce texte. Pour autant, cette négligence coupable permet-elle de crier au complot ? Monsieur X répond dans un instant. Il est vrai qu'on pouvait légitimement se poser des questions quant à l'aveuglement de la Maison-Blanche. Des questions ou des soupçons. Et d'abord celui-ci qui est terrible. La Maison-Blanche a-t-elle sciemment laissé Al-Qaïda perpétrer un attentat en imaginant que cette action terroriste lui fournirait ensuite un prétexte pour attaquer l'Irak? Oui, en accusant Saddam Hussein d'être le complice de Ben Laden. Il faut reconnaître que c'est à peu près ce qui s'est passé. Les néoconservateurs américains... Les néocons. Oui, enfin ces hommes n'ont pas hésité à faire l'amalgame entre les terroristes et le dictateur irakien. Et ils se sont employés à en convaincre l'opinion publique états-unienne. Avec succès, hein. Malheureusement, oui. Et il y a eu ensuite cette gigantesque construction intellectuelle autour de la présence d'armes de destruction massive en Irak. Alors, complot ou pas complot ? Je ne doute pas du machiavélisme de certains des personnages les plus proches de George Bush. Les Cheney, Rumsfeld et autres Wolfowitz. Mais j'ai du mal à croire qu'ils auraient pu participer à un complot qui a entraîné dans la mort presque 3 milliers de leurs compatriotes. Peut-être n'avait-il pas imaginé que les terroristes perpétraient un attentat d'une telle ampleur. L'argument est recevable malgré tout. Je ne pense pas qu'ils aient pu se laisser aller à concevoir une telle manœuvre criminelle. D'accord, mais il n'empêche que, en dépit de tous les renseignements précis parvenus aux services secrets, et même directement à la Maison-Blanche, rien n'a été fait pour contrarier les desseins d'Al-Qaïda. Je sais, c'est très troublant. D'autant plus troublant que depuis farfelu. Parce que le personnel des aérodromes d'où ont décollé les avions aurait forcément vu ces missiles. Et puis, vous imaginez combien il aurait fallu de complicité pour aboutir à un tel résultat? Non, tout cela relève de la plus haute fantaisie. Il y a aussi tous ceux qui, comme l'auteur de l'effroyable imposture, ont toujours affirmé que ce n'était pas un avion de ligne qui avait percuté le Pentagone, mais un missile. Là encore, ce n'est pas sérieux. Je ne parle pas des témoins visuels qui ont vu l'appareil s'écraser sur le bâtiment, mais il y a la liste des passagers enregistrés sur ce vol et l'existence même de cet avion. Comment peut-on escamoter purement et simplement un avion de ligne? Non, encore une fois, je n'y crois pas. Et personne de sérieux ne peut envisager une telle hypothèse à moins de verser dans le conspirationnisme le plus absurde. Alors pour vous, il n'y a pas de mystère? Je n'ai pas dit cela. Mais en tout cas, pas à propos des points que nous venons d'évoquer. Quoi qu'il en soit, je suis le premier à dire que tout n'a pas été dit ou éclairci. Alors, voyons peut-être cela dans l'ordre. Et commençons par l'un des aspects les plus importants. Pourquoi les organismes civils et militaires chargés d'assurer la sécurité aérienne des États-Unis ont-ils failli? On a une explication? Il faut d'abord savoir que, très curieusement, ce jour-là, le NORAD, c'est-à-dire le North American Airspace Command, est en état d'alerte maximum. Pourquoi? Il a été décidé de procéder à des manœuvres destinées à tester les réactions en cas d'attaque aérienne étrangère. Donc, si j'ose dire, l'aviation de chasse américaine est à pied d'œuvre, là. Et en principe, elle pourrait réagir avec une extrême efficacité. Les chasseurs, répartis sur des bases proches de New York, sont susceptibles de décoller avec une grande rapidité et, une fois en vol, d'anéantir tout aéronef suspect.
Et un avion de ligne détourné par des pirates devient un appareil suspect. Ben forcément. En outre, la vitesse de ces chasseurs leur permet de rattraper assez aisément un avion commercial. Et pourtant, vous le savez, aucun des 4 Boeing dont les terroristes ont pris le contrôle ne sera abattu. Alors que s'est-il passé? Le NORAD a-t-il été informé trop tard des détournements? Eh bien, il semble que non. Et si on peut imaginer qu'il aurait été difficile, sinon impossible, d'intercepter le premier avion qui a frappé le World Trade Center, les autres appareils auraient pu être détruits en vol avant de frapper leur objectif, à condition, bien sûr, que les pilotes des chasseurs en aient reçu l'ordre. Et cet ordre n'a pas été donné. Il a été donné, mais beaucoup trop tard. Alors la faute à qui? Au pouvoir politique? Il est parfaitement concevable qu'un responsable hésite avant d'ordonner la destruction d'un avion civil et donc de tuer un équipage et des dizaines de passagers. Mais après la première frappe contre l'une des Twin Towers, on ne pouvait plus douter des desseins criminels des pirates. Et par exemple, dans les 47 minutes qui se sont écoulées entre l'annonce du détournement du vol 77 et le moment où celui-ci s'est encastré dans le Pentagone, il était certainement possible d'agir. D'autant que le NORAD était en état d'alerte. Toutefois, il convient d'être prudent quand il s'agit du timing, car, et ça paraît surprenant, les administrations civiles et militaires ont donné des minutages différents quant aux événements de cette dramatique matinée du 11 septembre. Une confusion supplémentaire. Entretenue par les cafouillages de l'autorité suprême, c'est-à-dire la Maison-Blanche. Mais tenez, je vais pourtant me faire l'avocat du diable. George Bush, c'est vrai, aurait pu avoir des scrupules et refuser d'ordonner la destruction de ces avions de ligne qui condamnaient leurs occupants à une mort certaine. Cependant, il aurait pu faire cet aveu à ses concitoyens et il aurait sans doute été compris. Sauf par les familles des victimes. Peut-être, oui. Mais bien au contraire, la Maison-Blanche, au lieu de dire la vérité, a choisi de mentir. Et c'est longtemps après qu'on a enfin appris, par exemple, que le 11 septembre, le NORAD était en état d'alerte. Un mensonge qui ajoutait à beaucoup d'autres à légitimer ou encourager toutes les suspicions autour des attentats. Rendez-vous avec X. Quelques-uns d'entre vous auront sans doute pensé que M. X traite avec beaucoup de condescendance et même un mépris certain les thèses conspirationnistes. Aussi me suis-je référé à un auteur que nul ne peut accuser de connivence avec les autorités de Washington et l'équipe Bush, le grand écrivain et penseur contestataire américain Noam Chomsky. Dans un livre d'entretien publié en France par Fayard en 2008, il explique ceci. D'abord, je ne fais pas grand cas de ces théories, mais je suis assailli de lettres à leur sujet. Ce n'est pas seulement une énorme industrie, c'est une industrie assez fanatique. C'est presque une sorte de fanatisme religieux. Il faut quand même se poser des questions d'abord. Sur les preuves matérielles, il y a des coïncidences inexpliquées, des témoignages personnels, etc. Mais cela ne pèse pas lourd. On en trouve dans n'importe quel événement mondial complexe. Au sujet des preuves matérielles, peut-on vraiment devenir un expert très qualifié en génie civil et mécanique en passant 1 heure ou 2 sur Internet? Si oui, il faut dissoudre les sections génie civil et mécanique du Massachusetts Institute of Technology. Ce qui nous amène à une seconde question, pourquoi ce débat autour du 11 septembre est-il si bien toléré? Je soupçonne le pouvoir de le voir d'un bon œil. Il capte énormément d'énergie et les détourne des véritables crimes de l'administration infiniment plus graves. Pensons à l'invasion de l'Irak ou au Liban, ou ce qu'ils font subir à la population ouvrière des États-Unis. Ils commettent des crimes réels qui suscitent très peu de protestations. Une des raisons, pas la seule bien entendu, c'est qu'on dépense énormément d'énergie militante potentielle dans ces polémiques autour du 11 septembre. Du point de vue des gouvernants, c'est excellent. Existe-t-il encore d'autres zones d'ombre, comme vous les avez vous-même qualifiées? Beaucoup d'autres, oui. Ce point crucial, par exemple, le monde entier a salué le travail des agents du FBI